Voilà, je vous propose de commencer. Alors, comme d'habitude, et pour les personnes qui nous rejoindraient pour la première fois dans ce cycle de webinaire, on commence par un petit film de présentation de Simco Consulting. Voilà, donc Simco Consulting, 2 400 000 euros de chiffre d'affaires, 40 ans d'expérience, hein, puisqu'on a démarré l'activité en 1981. 600 clients, 2400 projets, essentiellement des projets intralogistiques, projets d'entrepôt. 20% sensiblement de notre chiffre d'affaires qui est consacré aux autres activités supply chain, prévision de vente, niveau de stock et autres. Et puis donc 10% qui sont issus donc des activités de formation. Nos secteurs d'activité sont multiples, vous l'avez vu dans le film. Vous aurez l'occasion également de prendre le temps de consulter cette présentation, puisque comme d'habitude, vous aurez à l'issue du webinaire donc l'accès à la fois au replay du webinaire et à la fois donc au PDF qui nous auront servi pardon, à vous présenter le webinaire du jour. Ce que je disais, donc tout secteur d'intervention, on s'attaque aux usines et aux entrepôts d'usines, aux entrepôts au centre de distribution, ainsi qu'aux prestataires logistiques, avec ici une offre qui est très variée. Encore une fois, je préfère qu'on puisse prendre le temps dans cette heure qui nous est consacrée à échanger, à partager avec Laurent, et vous aurez l'occasion donc à la fois de voir le détail de notre offre et à la fois donc un aperçu de quelques-uns de nos clients. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les enjeux intralogistiques dans le monde retail. Alors Laurent, je pense que tu es avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Benoît. Bonjour à Accenture. toutes et à tous. Laurent, donc tu es Managing Director, Head of Retail in Europe and Consumer Goods in France, Benelux Accenture. Donc il a fallu un gros pavé pour mettre ton titre. Tu es donc un spécialiste du retail chez Accenture. Alors, on va effectivement donc présenter ensemble le webinaire du jour. Je te confierai donc la parole et l'écran dans quelques instants, donc pour mettre en perspective et finalement définir ce que c'est que cette notion de retail, puisque c'est un terme qu'on utilise, on aime bien les termes en anglais dans le monde de la supply chain et la logistique. Et donc ce terme de retail, il peut être parfois utilisé à plus ou moins bonne utilisation. Donc tu nous expliqueras bien ce qu'il y a derrière ce terme et puis quels sont les enjeux du moment sur ce secteur d'activité. On verra quelles sont finalement, alors ce qu'on appelle les conséquences, c'est peut-être un mot qui est un peu fort, mais voilà, qu'est-ce que ça implique dans nos entrepôts en termes d'organisation intralogistique, quelles sont les tendances et les solutions du marché, et puis il n'y a malheureusement pas de prêt-à-porter sur ces activités de configuration, de mise en place d'organisation d'entrepôt. Et donc, évidemment, il faut faire appel à Simco pour vous assister dans cette démarche. Et puis, comme d'habitude,
On consacrera 10-15 minutes en fin de séance donc à un jeu de questions-réponses. Et pour ceux qui en ont l'habitude, vous le savez, donc vous avez donc une notion de chat dans le webinaire. N'hésitez pas au fur et à mesure à rédiger vos questions et puis donc on ira les rechercher à l'issue de la session. Alors le contexte, Laurent, avant de te passer la parole, j'ai trouvé ce visuel qui a été réalisé par BPI France, qui nous parle de nouveaux modèles retail, qui est plutôt intéressant, enfin, à mon titre. Et puis je suis allé quand même voir, parce que j'ai préparé ce webinaire, donc sur Wikipédia. On trouve là aussi une définition en anglais. J'ai remis en dessous une définition donc en français. On nous dit que le retail, finalement, c'est tout ce qui va s'adresser au client final, contrairement donc aux activités de grossistes, entre guillemets, qui, elles, vont plutôt s'adresser à du B2B, à du business. Eh bien, je te propose de te laisser la parole pour nous expliquer tout ça et donc commencer peut-être par cette définition du retail. Oui, alors on bataille pas mal avec cette définition de qu'est-ce que le retail, parce que de temps en temps, on considère également que le wholesale, c'est du retail. En l'occurrence, si on prend l'exemple de… tu prends la main sur la présentation, c'est moi, donc je vais la prendre. Si on prend l'exemple de la distribution professionnelle, c'est-à-dire que la distribution typiquement pour le secteur du bâtiment ou électrique, certes c'est du wholesale, dans le sens où on est grossiste, mais quelque part les processus ressemblent bigrement au processus de la distribution classique telle que vous la connaissez en tant que consommateur, c'est-à-dire la distribution qui est constituée par les Leroy Merlin, Carrefour et que sais-je encore. Donc ces acteurs de la distribution de marchandises qui sont présents sur les zones d'activité commerciale ou sur les retail parks qui peuplent nos villes. Je voudrais, avant de démarrer par une présentation formelle, donc comme tu le disais, mon rôle chez Accenture, c'est de coordonner l'ensemble des équipes qui délivrent des services à des acteurs de la distribution du luxe et de la mode dans toute l'Europe, ainsi qu'aux acteurs qui fournissent la grande distribution, c'est-à-dire les industriels des produits de grande consommation. Et ce que je constate depuis quelques mois, et c'est un peu l'objet du partage que nous allons avoir aujourd'hui, c'est une réelle, et ça peut vous choquer, une réelle application en fait des théories de Monsieur Piketty, l'économiste, hein, une vraie polarisation de la consommation, c'est-à-dire que les seuls distributeurs qui ont une vraie croissance aujourd'hui sont des distributeurs qui soit sont hard discount, la plus grosse croissance en Europe, hein, c'est Lidl et Aldi, hein, en termes numériques, c'est-à-dire le nombre de magasins et également prise de part de marché, mais aussi les Russes qui arrivent progressivement en Europe comme Mer, qui est un hard discounter encore plus hard que ne l'est Aldi ou Lidl. C'est aussi l'émergence des concepts tels que Action, Zeman, Nose, qui sont des concepts de hard discount non alimentaires qui peuplent nos zones d'activité commerciale. Et puis, ça, c'est tout un pan en fait, de la distribution qui est en train de gagner des parts de marché. Et puis, de l'autre côté du spectre, et c'est en ça que je parle de polarisation de la consommation, hein, puisque les premiers, les hard discounters, ils servent plutôt les gens qui ont une structure de revenus qui est assez faible. Et de l'autre côté donc, du secteur de la distribution, on a la distribution servicielle. Donc vous avez pu remarquer ces dernières semaines ou ces derniers mois que un certain nombre d'entreprises de start-up levaient des sommes d'argent totalement folles, faramineuses. Et je pense en particulier à Gorillaz qui a récemment levé 900 millions. Je pense à Picnic aux Pays-Bas qui a levé 600 millions. Qui sont des boîtes qui sont fondamentalement des boîtes qui se définissent comme des boîtes de logistique et des boîtes d'informatique ou de technologie, ayant pour vocation de distribuer des produits alimentaires ou non alimentaires au domicile des consommateurs. Et ceux-ci sont en train de gagner des parts de marché à très très grande vitesse avec des nouvelles techniques logistiques, des nouvelles techniques au sens technologique, et ils font extrêmement peur en fait aux distributeurs traditionnels, ceux que vous connaissez, hein, les Monoprix, les Carrefour, les Auchan, etc. Et du coup, compte tenu de la masse d'investissement qui est à leur disposition, puisque les fonds d'investissement leur donnent 900 millions, si on prend Gorillaz, est-ce qu'il y a un distributeur en Europe qui est capable d'investir 900 millions dans sa technologie ou dans sa logistique sur l'année à venir? Non, aucun. Et si vous regardez les résultats en fait, financiers des distributeurs, aucun n'est aujourd'hui capable d'investir autant d'argent. Et donc, les distributeurs classiques sont fortement tentés de s'associer. Je crois que c'était hier, Casino présentait ses résultats et annonçait une prise de participation dans Gorillaz, donc la boîte qui a levé 900 millions.
Cora a annoncé un partenariat avec Picnic. Carrefour a effectivement lancé son partenariat avec Cajoo et avec d'autres entreprises dites de quick commerce comme Uber Eats. Et donc la distribution, le retail est en train de se redéfinir parce qu'in fine, si on prend la distribution alimentaire, la question c'est comment je nourris les Français. Et quelque part, les distributeurs classiques commencent à considérer également les Uber Eats, les Deliveroo et compagnie comme des compétiteurs sur la part d'estomac cette fois-ci et pas forcément sur la part des marchés. Et donc, regarde de très très près la manière dont ces entreprises se structurent d'un point de vue logistique, du point de vue des opérations et du point de vue de la technologie qui sert les opérations. Donc ça, vous comprenez bien qu'il y a une polarisation, donc le hard discount d'un côté et puis l'ultra serviciel qui fait que si vous avez envie d'un pot de crème fraîche dans les 15 minutes, ben maintenant c'est possible. Si, c'est possible. En fait, vous pouvez dans la paume de votre main, activer votre téléphone et faire en sorte que dans 15 minutes, il y ait un livreur de Cajoo ou de Gorillas qui vienne vous livrer votre pot de crème fraîche. Ça paraît complètement farfelu, mais c'est le monde dans lequel on vit. Et c'est effectivement ce qui est rendu possible par ces startups, qui ne sont plus vraiment des startups, et dont un des précurseurs a été Ocado, qui est une vraie boîte d'ingénieurs, en l'occurrence capable de développer des micro-fulfillment centers avec des cadences de préparation de produits unitaires qui atteignent 37, 38 SKU par tranche de 6 minutes, qui est proprement incroyable. Et donc, il y a, du coup, les distributeurs traditionnels sont un peu figés entre Lidl et Aldi, qui sont des machines industrielles et des machines logistiques qui ont été conçues comme telles. Donc, il y a plus de 30 ans, en fait, Lidl et Aldi sont des boîtes qui sont des boîtes d'ingénieurs avant d'être des boîtes de commerçants. Et donc, les principes de base étaient assez simples. Tu auras un assortiment limité, c'est-à-dire 1200 références maximum. Tu auras une surface de magasin limitée, 1200 mètres carrés maximum. Et puis, je ne m'ouvrirai un pays ou une zone que si je suis capable de saturer cette zone avec un entrepôt, un distribution center, pardon, ou un entrepôt, et 30 magasins. Donc ça, c'était les règles d'or. Et ils vont de plus en plus loin, en fait, dans l'efficience de leurs opérations, ces gens-là. J'ai interviewé il y a quelques mois le directeur des opérations du groupe Aldi Nord, puisque vous savez qu'Aldi c'est séparé entre Aldi Nord et Aldi Sud. Il me disait notre nouveau claim, c'est notre nouvelle ligne de conduite, c'est I want to become the most automated retailer in the world. Et donc, ils sont en train de passer au-delà de l'optimisation logistique naturelle, qui est celle du hard discount, donc la massification, la simplification des process, etc. Ils sont en train de passer le Rubicon de je veux rentrer dans un niveau d'automatisation extrême. Et quand on parle d'automatisation, on ne parle pas que d'automatisation physique, d'automatisation de toutes les tâches administratives, de toutes les tâches transactionnelles qui peuvent être associées à leur flux. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que c'est des masses d'investissement extrêmement fortes qui vont vers l'automatisation pour le hard discount et des masses d'investissement extrêmement fortes qui vont vers l'automatisation, la robotisation et la science pour livrer en moins de 15 minutes du côté des entreprises de distribution servicielle. Donc ça, ce sont les macro-tendances qui impactent lourdement nos clients traditionnels. Je les ai déjà nommés 15 fois, mais je peux les renommer, que ce soit donc Tesco en Grande-Bretagne, Edeka en Allemagne, Esselunga en Italie, ou les Carrefour, Auchan, Casino et autres distributeurs de produits non alimentaires en France, qui sont conscients qu'ils ont besoin de faire des investissements massifs sur l'automatisation, la robotisation et une certaine forme de saut quantique en matière de technologie, parce que les hard discounters sont en train de le faire et parce qu'il y a ces acteurs émergents que j'appelle les acteurs serviciels qui sont également en train de le réaliser. Tout ça, c'est tiré par le consommateur, hein, parce que si on regarde effectivement un certain nombre de chiffres, les activités, et puis ça a été tiré aussi par le Covid, les activités de buy online, pick in store, c'est-à-dire de vous acheter en ligne et en fait vous récupérez vos courses dans le magasin, étaient aux alentours de 20 à 60%, ça dépend des secteurs d'activité du retail en 2018. Maintenant, on considère que les distributeurs sont équipés de ce type de système à hauteur de 90%. Et donc, s'ils sont équipés de ce type de système, ils se préoccupent du coût, parce que ces activités, à date, sont dilutives de la marge.
Jusqu'à présent, c'était vous qui poussiez le caddie pour aller prendre des produits dans les supermarchés. Et de plus en plus, en fait, et en particulier la génération de nos enfants, en tout cas des miens, ne se voit pas pousser un caddie. Ça ne se passera pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont demander aux commerçants de faire la préparation. Oui, mais les prix de vente, ils n'ont pas changé, si ce n'est la récente inflation des matières premières et des salaires. Mais les prix de vente, ils n'ont pas forcément changé et ne se sont pas adaptés à cette nouvelle réalité. Du coup, si je veux retrouver les niveaux de marge que j'ai quand je suis un distributeur, si je veux retrouver les niveaux de marge que j'avais quand je suis un distributeur, je n'ai pas d'autre choix que d'injecter effectivement un très fort niveau d'automatisation, un très fort niveau de robotisation, une reconfiguration de mes réseaux logistiques et par ailleurs un investissement massif dans une technologie qui va me permettre d'optimiser l'utilisation de mon personnel, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait moins de temps mort possible et qu'il y ait le plus de productivité possible sur les personnels qui font du picking in-store ou dans les micro-fulfillment centers. Je vais devoir reconsidérer également la manière dont je livre mes consommateurs, si tant est que je fasse de la livraison à domicile pour optimiser ne serait-ce que mes frais de transport, tout en prenant en compte, et là je surfe sur la vague COP26 du moment, tout en prenant en compte effectivement des considérations de responsabilité sociale et environnementale, et surtout environnementale, en matière d'émissions carbone. Donc vous comprenez bien qu'il y a une vraie complexité qui est en train de naître, qui est en train de naître, qui est née il y a 2-3 ans et qui a explosé dans le cadre de la crise du Covid. Et ça n'est pas un phénomène franco-français, c'est vraiment un phénomène mondial. Donc ça, c'était la première chose que je voulais partager avec vous. La deuxième chose qui est assez importante, c'est qu'il n'y a aucun retailer avec qui je converse, en tout cas, qui ne se pose pas la question de son sourcing et de la manière dont effectivement les chaînes d'approvisionnement vont se raccourcir. Les chaînes d'approvisionnement, mais aussi les chaînes de distribution, c'est-à-dire quel est le bon niveau de capillarité de mes centres de préparation pour pouvoir réaliser la promesse que j'évoquais tout à l'heure, qui est de livrer extrêmement rapidement, tout en ayant en fait un niveau de stock qui soit optimum, avec une capacité d'approvisionnement qui soit la plus locale possible. Donc on travaille toutes et tous dans la distribution en ce moment sur le raccourcissement des filières. Donc on essaie de retrouver effectivement une capacité de production dans des zones plus proches. Ça ne veut pas dire que si on prend le non-alimentaire, on s'échappe de Chine ou du Bangladesh si on est dans le textile. On essaie de réduire la portion de sourcing qui est réalisée sur ces opérations lointaines et de reconfigurer une vision de la marge qui est un tout petit peu différente, puisque évidemment, si le stock se rapproche de moi, a priori, il est un peu plus juste. Puisque quand je rajoute les délais de mer et puis toutes les incertitudes associées aux délais de commande et de production offshore, je crée un impact en fait sur la fiabilité de mes stocks, sur la pertinence de mes stocks plus que sur la fiabilité de mes stocks. Et par ailleurs, effectivement, les méga centres logistiques que j'ai créés il y a 10, 15, 20 ans à grand coût de dizaines ou de centaines de millions d'euros d'investissement, ils sont remis en cause parce que cette réactivité nécessaire, cette capacité à fournir cette offre de livraison à domicile ou de BOPIS, c'est-à-dire de buy online pick in store, c'est-à-dire de pick and collect, si vous voulez, eh bien, elle nécessite des compétences et des capacités logistiques tout à fait nouvelles. Je m'arrête 2 secondes sur les compétences, parce que juste avant ce webinaire, il se trouve que j'étais dans une conference call interne à mon entreprise sur l'inflation. Et sur aussi un sujet qui est l'appétence en fait des ressources dans le monde entier pour les métiers de la distribution et du secteur de la logistique. Et le constat qu'on fait, chiffre à l'appui, c'est qu'on a depuis la fin du Covid, on a un effet que nous n'avions pas anticipé de désaffection vis-à-vis de nos métiers. Et qui est combinatoire par ailleurs dans certains pays à de l'inflation salariale. Et je pense que c'est un vrai sujet qu'il va falloir qu'on prenne en compte en fait dans les années à venir, pas simplement sur le niveau d'automatisation de nos entrepôts, même si, mais également sur la manière dont on développe la marque employeur pour ces métiers qui sont des métiers de la distribution et de la logistique qui sont extrêmement proches, puisque si on prend le sens étymologique de distribution, c'est de la logistique fondamentalement.
Il s'agit de distribuer des produits d'un point A à un point B. Et c'est un point qui est vachement important, qu'on mentionne assez rarement. Je veux juste vous inciter à lire un article de la Harvard Business Review en janvier 2012. Donc, il faut retourner dans les archives, hein, qui faisait une analyse mathématique de corrélation entre la rentabilité au mètre linéaire, donc le chiffre d'affaires, et la rentabilité au mètre linéaire des magasins, et l'investissement qualitatif sur les ressources. Et le titre de l'article, si je ne me trompe pas, était « Good jobs are good for retailers ». Donc, si vous créez des bons jobs, c'est bon pour votre rentabilité et c'est bon pour votre chiffre d'affaires en mètre carré. Et j'en parle parce qu'on est au cœur d'une problématique de ressources en ce moment-là. C'est pas simplement parce que le taux de chômage a tendance à baisser, c'est aussi parce qu'il y a une désaffection vis-à-vis de nos métiers. Regardons la réalité en face. Et je sais qu'il y a des distributeurs français, notamment, qui importent actuellement des ressources de Roumanie parce qu'ils ne sont pas en capacité de recruter localement. Et c'est un vrai sujet. L'autre point que je voulais évoquer, c'est la nécessité dans le secteur de la logistique, qui est issu du mot logique, qui de tout temps été effectivement impacté par la science, de considérer les données à leur juste valeur. Et nous avons la distribution a investi massivement dans le traitement des données qui vous concernent, vous, en tant que consommateur. Chacune et chacun d'entre vous est effectivement cartographié dans ce qu'il fait en matière de navigation, dans ce qu'il fait en matière d'achat, pour pouvoir vous adresser les messages marketing les plus pertinents. On a moins investi, je trouve, ces dernières années, dans l'agrégation de données en matière de supply chain, pour pouvoir fiabiliser la totalité de l'approvisionnement et de la chaîne de distribution. Et néanmoins, on a un certain nombre de sociétés qui commencent à émerger, je pense dans le secteur de la distribution alimentaire, des sociétés, je crois qu'ils sont finlandais, comme Relex, en matière de demand forecasting and replenishment, donc d'anticipation de la demande et de réapprovisionnement. Et il y a encore d'autres sociétés encore qui évidemment commencent à émerger de manière assez sérieuse. Et il est temps qu'on se pose des questions de stratégie d'agrégation de données sans limite pour pouvoir aller tirer des optimums qui n'ont jamais été tirés jusqu'à présent. Parce que moi, quand j'ai appris la logistique dans ma petite université d'Aix-en-Provence, on n'avait pas les moyens informatiques en fait de traiter autant de données et on ne les corrélait pas nécessairement à des optimisations opérationnelles très concrètes sur l'ensemble de la chaîne. Donc la donnée est de plus en plus critique et elle se doit d'être en mode flowcasting, c'est-à-dire tirée par effectivement une anticipation de la demande du consommateur et qui n'est pas forcément qu'une anticipation quantitative, mais qui doit se porter également sur les variations de demande quant aux typologies de produits et aux typologies de services qui sont in fine distribués par les commerçants dont on parle depuis le début de ce webinaire. Ça nécessite, et on le voit dans l'ensemble des missions qu'on mène à travers le monde, un vrai questionnement sur la reconfiguration effectivement des supply chain. On a une quantité de demandes sur des micro-fulfillment centers en ce moment, et notamment des micro-fulfillment centers qui sont combinatoires à des magasins. C'est-à-dire que vous savez qu'on a des grandes surfaces, des hypermarchés ou des superstores qui ne sont pas totalement productifs comme ils l'étaient dans le passé. Donc l'idée, c'est de couper en fait une partie de ces superstores ou de ces hypermarchés et de consacrer l'espace qui est libéré par, si on prend un hypermarché français, le non alimentaire, puisque ça ne sert plus à grand chose d'avoir du non alimentaire aujourd'hui dans des hyper, à la création de micro-fulfillment centers, donc de centres de préparation très automatisés, et qui, dans les concepts que je suis en train de travailler, notamment en Thaïlande, avec qui on travaille là-dessus, sur des concepts hybrides dans lesquels le client a une visibilité sur la préparation logistique. Je trouve que c'est intéressant parce que dans le secteur du retail, désormais, on veut montrer les nouveaux métiers. Et donc, faire en sorte que le consommateur soit conscient en fait, de ce qui est fait en matière de préparation de commandes pour le click and collect. Et donc, on est en train de designer là, avec des designers, des architectes, des magasins dans lesquels on a toute une partie micro-fulfillment center qui est transparente. Où le consommateur, lorsqu'il fait ses courses alimentaires
de plaisir, je pense en particulier aux fruits et légumes, aux produits frais, voit ce qui se passe de l'autre côté de la fenêtre, alors même qu'on est en train de lui préparer ses produits de grande consommation, c'est-à-dire ses shampoings, ses boîtes de conserve et les autres produits qu'il aurait commandés en ligne. Donc je trouve que ça, c'est un autre élément qui est intéressant, qui est adjacent ou qui est connexe à la reconfiguration des réseaux logistiques, qui est une vraie tendance de fond dans le secteur de la distribution à travers le monde. La précision en matière d'allocation de stock et de pilotage en fait des flux est devenue tellement importante que la grande distribution s'est inspirée en fait du secteur des produits pharmaceutiques en créant, avec l'émergence d'un phénomène qu'on appelle les control towers, les tours de contrôle, donc des systèmes d'information un peu omnipotents qui vont savoir en temps réel où en sont les flux et où en sont les stocks et éventuellement décider de réallocation ou de rééquilibrage de stocks. Je vais juste illustrer ça. Lors de la pandémie, un des distributeurs de textiles bien connus d'origine espagnole a en 24 heures réalloué des stocks qui étaient présents dans les magasins à des entrepôts de préparation e-commerce. Ben, rien que ça, ça a eu un effet phénoménal sur le maintien de leur surface de chiffre d'affaires. Et on a appris de ça depuis la crise. Et tous les distributeurs ont regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Donc ce phénomène de la control tower, alors je suis désolé, la tour de contrôle, donc, mais les éditeurs de logiciels appellent ça comme ça. Ce phénomène de la control tower est un autre phénomène assez prégnant en fait dans l'ensemble de l'exercice de transformation supply chain qui a lieu actuellement. La dernière question, enfin une des dernières questions qui se posent, c'est la livraison à domicile. Donc cette chose un peu frénétique là que j'évoquais tout à l'heure, a-t-on vraiment besoin d'un pot de crème fraîche en moins de 15 minutes? Mais ça devient une structure de coût de plus en plus importante, sans parler de la reverse logistique. Et la question que se posent les distributeurs, c'est est-ce que je dois faire ou est-ce que je dois faire faire? Parce que, in fine, le dernier contact que nous avions en tant que distributeur avec le client s'appelait la caissière. Et la caissière, on lui disait SBAM. SBAM, hein, c'est sourire, bonjour, au revoir, merci. Donc, il fallait absolument qu'elle ait une interaction qualitative avec le client. Désormais, si je fais de la livraison à domicile, qui représente ma marque? C'est UPS? Bah, peut-être pas. Enfin, UPS, j'exagère, je donne un exemple. Mais peut-être pas. Donc, il y a des velléités, et puis ils regardent aussi ce que fait Amazon, hein, qui achète des flottes de camions à tire-larigot et qui salarie en fait un certain nombre de ses livreurs, pas dans tous les pays. La question de la verticalisation, c'est l'intégration d'un certain nombre d'activités logistiques dans la distribution est devenue assez prégnante compte tenu de ces nouvelles réalités. J'ai essayé d'accélérer parce que je vois que en fait, je consomme beaucoup de temps. Mais ce qu'il s'agit de retravailler en fait, dans le secteur de la distribution, en tout cas les tendances sur lesquelles nous on travaille, c'est arrêtons d'avoir un one size fits all approach, donc une approche qui consiste à avoir un schéma logistique, un schéma organisationnel en matière de fulfillment, de supply chain, qui soit homogène quel que soit le pays, quelle que soit la région, etc. Il faut qu'on rentre dans des logiques beaucoup plus granulaires, et pour rentrer dans des logiques plus granulaires par rapport à la réalité des clients, le client parisien n'est pas le même que le client lyonnais. Il faut qu'on ait des insights qui sont très proches des insights, donc des données en fait, qui sont très proches des données que nos marketeurs utilisent jusqu'à présent. Donc il y a une connexion inattendue entre le domaine marketing et le domaine logistique. Deuxième point, revoyons nos réseaux. Troisième point, travaillons différemment sur le pilotage de nos stocks et en particulier grâce à cette logique de control tower qui nécessite une capacité analytique complètement renouvelée. Et quatrième point, il y a un vrai effort à faire sur l'optimisation de ce qui tourne autour du delivery, donc de la livraison à domicile et de la productivité en fait de la préparation évidemment associée à ces nouvelles réalités que sont click and collect et livraison à domicile dans des temps records, en quick commerce. Et puis il y a une prise de conscience, et je l'évoquais en introduction en vous parlant des distributeurs traditionnels qui sont obligés de s'allier à des opérateurs comme Ocado, le britannique, ou comme Gorillas, l'allemand. Soyons conscients que nous ne pourrons plus réussir seuls quand on est distributeur. Il faut qu'on soit conscient de ça. Et donc, on doit travailler dans des écosystèmes ouverts. Et vous allez voir fleurir une quantité de partenariats industriels
de plus en plus important. Nous, chez Accenture, on fait beaucoup de partenariats technologiques, évidemment, avec Google ou avec des sociétés telles que celle-ci pour nos clients retailers, mais il y aura d'autres partenariats, et en particulier sur les opérations logistiques qui vont voir le jour, car les distributeurs seuls ne peuvent plus y arriver. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce monde, j'aurais aimé naître 15 ans plus tard, parce que pendant 10-15 ans, il était assez simple de faire de la distribution. Moi, on m'a demandé pendant des années d'ouvrir des magasins lorsque j'étais en charge de l'expansion du groupe Casino ou du groupe Célio un peu plus tard. Donc, il s'agissait principalement d'ouvrir des magasins pour faire du chiffre d'affaires additionnel. Désormais, la situation est complètement différente. Il faut reconfigurer en fait les réseaux de distribution, le retail, et repenser la supply chain qui va jusqu'au consommateur final, avec à l'aune des évolutions technologiques en matière de robotisation et en matière de prédictibilité de la demande, en matière d'agrégation de données, comme ça n'a jamais été fait auparavant. Et donc, il y a une espèce de frénésie, effectivement, de réflexion et d'investissement qui est en cours dans la distribution, avec une vraie, et j'ose le terme, révolution industrielle qui est en cours. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je te repasse la main. Merci Laurent. Juste en termes de transition, puisque tu as parlé de ton université d'Aix-en-Provence et tu aurais aimé être peut-être 15 ans plus jeune, juste un petit rappel qu'on a eu un enseignant commun, un universitaire commun, qui s'appelait Jacques Collin, et qui, à l'époque où le drive n'existait pas encore et on ne vivait pas cette révolution qu'on vit actuellement, comparait son taux horaire avec le temps qu'il perdait le week-end à pousser son caddie en grande surface. Et pour le coup, il disait, mais moi, c'est ridicule, c'est pas à moi de faire les courses. Voilà. Et donc, je pense que ce qu'on vit aujourd'hui peut lui donner raison. Alors, effectivement, je vais reprendre la main, si vous voulez bien. Tac. Alors, hop, j'ai perdu la fenêtre. Ici. Excusez-moi. Voilà. Hop. Ça doit être celui-ci. Voilà, donc là, c'est... Je reprends. Alors, je vais essayer, Laurent, donc merci pour toutes ces informations. Je vais essayer du coup 15 minutes peut-être de voir un peu comment on l'interprète et comment on peut l'appliquer, puisque l'objet, c'est dire on a défini ce concept et on sait ce vers quoi on tend. Alors, on est quand même dans un monde qui bouge beaucoup et très vite, donc il faut être quand même évidemment agile. J'ai pris quelques notes et on avait préparé ensemble ce webinaire. Donc forcément les enjeux, ce que je retiens, donc les stocks qui sont plus les consommateurs avec les solutions, donc ce qu'on appelle le micro-fulfillment local, donc les notions de préparation de commandes au plus près du consommateur pour gagner ce temps de préparation, voire de livraison, si on prend l'exemple de la crème fraîche. Un enjeu fort sur le dernier kilomètre. La notion de la data est importante aussi, que aujourd'hui on considère que dans un entrepôt, pour avoir un bon flux physique et optimiser le flux physique, il faut avoir un bon flux d'informations et que là, on peut avoir le meilleur système du monde si on n'a pas les informations derrière. Malheureusement, on peut avoir forcément les conséquences. Besoin d'agilité, cette notion de control tower, d'automatisation des processus aussi. On ne parle plus que de l'automatisation des flux physiques, mais on parle d'automatisation administrative. Les WMS aujourd'hui, sur des notions de préparation de commandes, et connaissent de l'ancienne préparation et sont capables d'automatiser tous ces lancements et de savoir famille de produits, d'horaires de transport et d'autres critères de poids, de flux, de disponibilité, etc. Donc, pour lancer de manière intelligente cette préparation, et ça en a de même sur tous les enjeux de la supply.
On a ensuite des notions de relocalisation, hein, on en parlait, donc être au plus proche, adaptation de la production à la demande, être plus proche de la demande. Et dans tout ça, donc on a ce patron supply chain à qui on vient confier une mission une baguette magique. Non, ben, voilà, à toi de pour le sujet. Ce que j'obtiens, donc, et ce que tu nous as dit, hein, les trois éléments, les trois pavés, difficulté de recrutement, les exécutions de la législation en termes environnementaux, la partie la RSE, et puis donc, c'est deux hypothèses de base. Et puis on a cette notion quand même qui est plutôt positive, c'est la progression rapide sur les flux publics, sur les flux d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qui est passionnant, qui va nous aider justement à nous. Alors, si on regarde les tendances et les solutions aujourd'hui, alors on va revenir à la fois sur des notions de contraintes de stockage, à la fois sur des contraintes de préparation de commandes. On a des technologies qui nous permettent, en fonction de nos besoins, d'aller optimiser, puisque la solution, elle n'est pas toute faite. Hein. La solution, elle va être comme dans toute activité logistique, hein, vous avez l'habitude, hein, avec les deux termes que j'utilise, le film et la photo. Le film, c'est tout ce qui est flux, préparation de commande, la photo, c'est le stock, et donc on doit avoir cet équilibre entre qu'est-ce qu'on a dans le stock, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir dans le stock, et puis comment est-ce que ce stock vit, rentre, sort, etc. Et bien souvent, on regarde que le côté distribution de notre flux, c'est-à-dire qu'on regarde comment on va préparer la commande pour le client en gagnant énormément de temps, sauf que ces outils, ces systèmes qui vont nous permettre à la fois du stockage automatisé peut-être et la préparation de commande, il faut quand même les alimenter. Et donc, à un moment donné, on a aussi cette notion, cet enjeu d'alimenter ces stocks et ces centres de distribution. Alors, ce slide voilà, nous présente donc des solutions sur de la charge volumineuse, donc ici sur la palette. Des solutions les plus traditionnelles qu'on connaît, les plus manuelles, donc le pelletier et le frontal, jusqu'aux solutions les plus automatisées avec des notions de tridirectionnel quand on veut gagner de la surface, puisque alors s'implanter dans un magasin très bien, mais il faut densifier puisqu'on ne va pas pouvoir monter à 18 mètres de hauteur en termes de stockage, donc il va falloir s'adapter à la configuration, à l'espace réservé. Et donc à la hauteur aussi. Et puis donc on va sur les centres de distribution s'adresser ou aller mettre en place des transstockers sur les charges volumineuses. Ces charges volumineuses ne vont jamais aller jusqu'à la proximité d'un centre de distribution, d'un magasin ou derrière une vitre, comme tu pouvais l'évoquer sur l'exemple que tu as cité. Ici, c'est un slide que vous pourrez réutiliser derrière. C'est un peu l'adéquation entre la technologie ici donc de manutention, donc à l'intérieur donc de ces surfaces de stockage, avec les hauteurs du bâtiment et donc la densification du stockage. Si on parle en charge légère, et c'est des solutions qui arrivent aujourd'hui sur ce fameux microfulfillment, on a ce fameux bac de 60, 400 avec différentes hauteurs qui devient la norme aujourd'hui, à la fois chez des fournisseurs comme AutoStore, à la fois chez des fournisseurs comme Exotech, chez les solutions développées par Savoie également, et de nombreux, alors je ne peux pas tous les citer, et on garde notre neutralité vis-à-vis de tous ces fournisseurs. C'est ce colisage, c'est-à-dire qui devient la norme, où on peut diviser le bac en plusieurs morceaux, en plusieurs parties pour mettre plusieurs références, etc. Mais c'est bien celui-ci, on va bien souvent associer contenu et contenant, puisque à un moment donné, cette préparation pour le distributeur, pour le client final, soit on va le faire en local, soit on va le faire dans un centre de distribution et on va acheminer le colis de manière à ce qu'il puisse venir le récupérer donc localement ou qu'on puisse lui livrer également. Et donc, on a donc dans ces charges légères la nécessité d'avoir ce contenant, de gérer ce contenant qui peut être un contenant perdu ou qui peut être un contenant donc réutilisable. Et bien souvent, donc on va faire l'association du contenu et du contenu. Et donc, en fonction là aussi de la configuration des produits de ces charges légères,
On peut démarrer de l'étagère ou de l'armoire à tiroir, très manuel, hein, comme on le voit aujourd'hui sur pas mal de sites de production pour gérer des outillages et autres. On peut avoir des casiers qui vont nous permettre, donc avec ces racks dynamiques, de pouvoir alimenter rapidement, donc faire de la préparation de commandes. En solution intermédiaire MX, on a donc cette notion d'étagère mobile. Et puis dans les solutions les plus automatisées, j'ai cité tout à l'heure donc Exotech AutoStore, puisque c'est des technologies qui portent le nom des marques aujourd'hui. Et puis donc il y a des technologies type multi-shuttle, mini-load, donc où on est sur des transstockers de petites dimensions, où au lieu de déplacer de la palette, on va plutôt déplacer du colis. Et puis donc on a également donc en fonction de la configuration là aussi la possibilité donc de mettre donc des systèmes donc de stockage horizontaux, stockage verticaux selon la place, la surface dont on dispose et la hauteur dont on dispose, de manière donc à aller pouvoir mettre soit cette armoire, soit donc ce stockage horizontal qu'on peut appeler aussi carrousel. Ça, c'était pour la partie stockage, mais on doit évidemment se poser la question de la philosophie de la préparation. On parle donc du manque de main-d'œuvre dans notre secteur, de manque d'attractivité. Effectivement, on a deux approches. L'approche Man's to Good, donc où c'est aujourd'hui comme une préparation classique, un chemin de préparation, de picking. Donc c'est le préparateur donc qui va donc récupérer donc ses produits, qui fait son chemin, donc soit pour une commande, soit pour une vague de commandes, soit c'est du goods to man, c'est-à-dire que avec les systèmes automatisés, c'est plutôt la marchandise qui arrive au préparateur et à lui de piquer, de récupérer donc les produits nécessaires pour son client, pour le destinataire de la commande. On commence à voir également aussi donc du goods to robot, c'est-à-dire que on amène la marchandise et puis ici c'est un bras donc de robot qui vient piquer les unités qui vont bien, avec beaucoup d'intelligence artificielle dedans et des systèmes qui s'améliorent de jour en jour. Et puis on peut avoir un type de prélèvement. Est-ce qu'on prélève par commande? Est-ce qu'on prélève par multicommande? Est-ce qu'on est en vague massive de préparation? Est-ce que tout ça c'est finalement automatisé? Et puis le point qu'il ne faut pas oublier et négliger derrière, c'est le conditionnement. Est-ce qu'on prépare dans un bac parce que le consommateur, on propose ce bac au consommateur et on remplit son coffre avec? Est-ce qu'on prépare dans un colis parce que ce colis on va le mettre dans un réseau de transport? Comment est-ce qu'on trie? Comment est-ce qu'on paletise le tout? Puisque si on fait un groupement de préparation pour un même centre de distribution, ben on va pouvoir peut-être optimiser et gagner aussi de la manutention sur le transport d'approche si les produits sont palettisés. Et là aussi, donc cette notion de préparation de commande, ben on va la disséquer, voir est-ce qu'on est plutôt en manuel, plutôt en automatisé, avec différents donc systèmes, Man's to Good à Goods to Robot, donc du plus manuel au plus robotisé, du préparateur de commandes classique, peut-être équipé d'un chopper, jusqu'à l'étagère mobile, en passant donc par ces notions de prélèvement, donc colis avec un bras de robot dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on est sur une équation, sur une double équation entre comment j'optimise ma surface, qu'est-ce que je mets dedans, puisque, OK, on a dit, bah, il faut faire du micro-fulfillment, OK, mais qu'est-ce que je vais mettre, quelles sont les configurations, quels sont les produits que je vais mettre dedans? Est-ce que j'ai des contraintes de poids? Est-ce que j'ai des contraintes de volume? Est-ce que j'ai des contraintes de réglementation vis-à-vis de l'environnement, quand on parle de produits qui peuvent être des produits entre guillemets chimiques, hein, les produits que vous utilisez d'entretien sont des produits chimiques. Donc, comment est-ce qu'on gère un petit peu toutes ces entrées? Comment on doit gérer aussi derrière tous ces tout le volume attendu? On parlait tout à l'heure de notion de préparation record. Hein, voilà, pour préparer en un quart d'heure, si on a 150 commandes qui tombent en même temps et 150 personnes qui veulent leur pot de crème fraîche, comment est-ce qu'on fait pour préparer, pour mettre à disposition donc ces pots de crème fraîche en simultané? Et donc, en fonction donc, des types d'unités de chargement ou d'expédition, de la caractéristique des produits, du nombre de références à gérer, des quantités, des volumes, des nombres de lignes traitées, etc. Donc, tout ça, on va le mettre dans un joli
saladier, on va exploiter la data très clairement, puisque on a besoin de comprendre, on a besoin d'analyser le besoin, et donc en fonction de ça, donc on va calibrer le système qui va bien, qui va être ce fameux équilibre entre comment je densifie mon stockage et comment j'optimise et je vais chercher la productivité sur la préparation de commandes, avec des fins lignes qui peuvent être manuelles, automatisées. Alors après, quelle solution adaptée? Il reste allez, je prends encore quelques secondes, quelques minutes. On a ici quelques visuels qui nous permettent de voir qu'ici, on a ce fameux robot et ses bras de plus en plus intelligents qui vont pouvoir s'adapter à tout type de produit. Je prends un stylo, une gomme, une bouteille, une calculatrice, un litre de jus d'orange. Donc, on va s'adapter à travers donc des technologies donc d'interprétation d'images, à travers des technologies donc d'automatisation et d'intelligence artificielle. Donc, on va savoir aller prélever et distinguer donc les colis à prélever dans un bac qui va être présenté. Et donc ça, on va venir soulager là aussi un opérateur, voire remplacer un opérateur qu'on a du mal à recruter. On a ici des choses qu'il ne faut pas oublier sur la partie interface homme-machine, puisqu'on peut avoir le meilleur système du monde. À un moment donné, si l'interface, la manière dont on entre des informations ou on acquiert des informations dans le système, ou la manière dont on va assister l'opérateur, les moyens qu'on va lui donner, on a deux enjeux ici. Le premier, c'est le service client, parce finalement, on a un des enjeux du retail qui va sans dire, c'est le bon produit, toujours la logistique, le bon produit au bon moment, au bon endroit. Et donc, il faut donner les moyens à nos organisations, machines ou hommes, de sécuriser ce processus et de prendre le bon produit dans la bonne quantité et limiter les erreurs. L'intérêt, c'est évidemment également le temps réel. Hein. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans temps réel. Et puis, une notion d'efficience, puisqu'on va jouer aussi sur cette notion de productivité, sur cette capacité à venir donc préparer l'intégralité des commandes et dans les temps impartis. Et donc, on va travailler beaucoup soit sur l'ergonomie donc du poste de travail, et donc là aussi, ça joue sur la marque employeur. C'est qu'est-ce que mon employeur met à ma disposition pour me permettre de faire mes préparations dans les bonnes conditions. Et puis donc une notion sur bonne productivité. Avec aussi donc différents exemples qui commencent à rentrer bien dans les mœurs des organisations, les shoppers, les put to light, les put to cart, le put to wall, le put to light et tous ces éléments aujourd'hui qui font partie de technologies de nos entreprises. Bon, tu me permets de faire peur un peu à l'audience en la matière, en parlant juste de ce qui est dans les laboratoires en ce moment de recherche sur ce domaine-là peut-être. Oui. On sort d'Halloween, donc ce que j'ai visité dans les laboratoires récemment, c'est le pilotage à distance de robots, donc non pas des robots autonomes, mais avec un casque de réalité virtuelle et des gants, etc., etc. Le pilotage à distance de robots, notamment pour les plateformes pétrolières et pour les opérations de plateformes pétrolières. Mais on est déjà en fait dans la translation de ça sur des entrepôts et en train de tester en fait le pilotage à distance de machines à très grande distance, de machines qui soient des robots de préparation ou même des FEN, enfin des moyens de transport de marchandises intra-entrepôt, par des centres offshore low cost. Donc, si je traduis ce que je suis en train de dire, puisqu'on n'arrive pas à trouver de personnel en France, en Allemagne ou en Italie, on va trouver du personnel en Inde ou aux Philippines, qui sera assis dans une chaise avec un casque de réalité virtuelle et des gants, et qui vont piloter des outils de préparation dans des entrepôts américains ou français. Voilà. Et ça c'était pour faire peur, mais en même temps, je l'ai vu en physique, donc ça m'a un peu foutu la trouille, mais ça va être une réalité technologique disponible. Alors, je rejoins ce que tu disais, puisque l'année dernière, le 31 mars, est apparu sur les écrans des essais que menait Géodis
Alors, 31 mars, veille du 1er avril, Info Intox, ça demande d'être vérifié évidemment, qui parlait donc d'avoir donc des postes de pilotage de ces forklifts, donc de ces engins de manutention, à distance, donc au bureau, donc en home office finalement. Je ne sais plus si l'année dernière ou il y a 2 ans, et qui permettait à un cariste le matin de travailler sur le site de Marseille et l'après-midi de travailler sur le site de Lille. Voilà, donc au moyen là aussi de systèmes de caméra et d'approche. En tout cas, si c'était une joke, elle était plutôt bien vue et elle pourrait permettre effectivement de développer et de répondre à ces soucis de sourcing d'effectifs. Un exemple qu'on a sous les yeux ici, c'est un processus qui, lui, pour le coup, est complètement automatisé, de la dépalettisation au stockage, en passant donc par la préparation, la palettisation et le départ. Voilà, en respectant les contraintes, puisque aujourd'hui le monde du retail aussi a ses exigences en termes de palettisation, en cheminée, en couche, groupé par référence, etc. Et donc, ici, on a un exemple qui est très concret, hein, qui est diffusé chez nos clients et qui permet donc d'avoir tout ce cycle finalement de l'entrée des produits jusqu'à leur sortie, sans intervention humaine, en tout au moins sans intervention humaine directe sur les produits, puisque ça nécessite quand même des compétences pour mettre en fonctionnement tous ces automatismes, tous ces systèmes. Voilà, alors très rapidement, puisque vous qui assistez à nos webinaires avez l'habitude, hein, mais et un petit clin d'œil, pas de prêt-à-porter dans les solutions, c'est-à-dire que aujourd'hui, et si on reprend le webinaire qu'on a eu la semaine dernière, donc il y a 2 semaines, on parlait des coûts masqués qui étaient identifiés donc dans toutes les phases, de la conception, la mise en œuvre, l'exploitation. Ici, on est sur cette notion de conception qui va faire que oui, il y a des capex à mettre, il y a des investissements à mettre en place, mais derrière, il y a donc ces coûts d'opération à alléger et vraiment cette optimisation et cette performance à aller chercher. Et cette phase de conception, si elle n'est pas bien menée, si il y a des lacunes dedans, on n'aura jamais le résultat attendu pour le compte de nos clients. Or, il y a quand même des investissements conséquents quand on parle d'automatisation. Alors, aujourd'hui, à peu près 40% des entreprises passent par un cabinet conseil pour les assister dans la mise en place et dans la réflexion de ces besoins. Chez Simco, on prend le relais de toutes les parties stratégiques, c'est-à-dire que la stratégie d'entreprise est définie. À nous d'aller travailler sur la mise en place donc des outils et des tactiques opérationnelles avec un coût supplémentaire au départ, mais qui dans le temps est nettement rentabilisé à travers donc la qualité du projet et permet de bénéficier nous de nos visions, de nos expériences, de la connaissance des solutions, avec une neutralité vis-à-vis donc des technologies. Donc on est capable de comparer différentes technologies, différents processus, fonctionnements, aussi bien du point de vue financier, retour sur investissement, que qualitatif avec l'évolution dans le temps de ces technologies notamment. Et puis donc on va aller faire des mix également, proposer des mix de solutions technologiques. Pour ça, on a donc un outil qui s'appelle une étude de faisabilité qui nous permet de décliner différents scénarios qui sont soit, et là ça va être le cas sur la partie innovation, soit dans d'autres configurations, dans d'autres cas donc sur l'amélioration continue, avec cette notion donc de matrice d'avantage coût, d'analyse coût-avantage donc sur les différentes solutions. Et puis on sait vous accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la mise en œuvre du projet à travers donc le projet détail, les notions d'achat, d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la rédaction du cahier des charges lorsqu'on appelle l'offre et autres, la mise en œuvre et jusqu'au démarrage également. J'ai fini ma page de publicité et j'attends vos questions avec impatience. Et Laurent, je pense que tu es encore là pour les questions donc de notre auditoire. Alors, est-ce qu'on a des questions aujourd'hui ?
Alors, on a une remarque sur le son qui était devenu problématique. Ah, et j'ai pas vu ça plus tôt. J'espère que vous aurez quand même pu, malgré tout, nous entendre. Ça s'est corrigé, ça a duré 2-3 minutes, Benoît. Ok, parfait, merci. J'ai une question. Merci à Laurent pour sa présentation donc, de l'évolution récente de la distribution et toutes les problématiques. Qu'en est-il de l'aspect RSE, développement durable dans cette évolution? Est-ce qu'il n'y aura pas une limite à cette frénésie à la livraison à domicile? Le jugement des clients peut-il changer la donne? J'ai envie de répondre, mais je pense que je vais te laisser répondre dans un premier temps. Non, mais les clients ils prennent un certain nombre d'habitudes qui sont des habitudes perverses. Ils ont pris l'habitude effectivement de ne pas payer leur taxi lorsque Uber est arrivé, en tout cas de ne pas payer, de ne pas avoir versé de l'argent directement. Ils ont pris et là, ils sont en train de prendre l'habitude de la vitesse, que ça nous plaise ou pas. Le vrai sujet, c'est un sujet de rentabilité. La même chose que ce qu'on disait d'Amazon en 2000. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient écoute, à l'époque, Amazon n'était pas rentable en 2000, elle n'a pas été rentable pendant un bout de temps d'ailleurs. Et donc, il va y avoir des morts dans les startups que j'ai citées tout à l'heure. Hein. Elles ne pourront pas toutes survivre parce qu'elles ne gagnent pas structurellement d'argent, à l'exception notable de Picnic, un modèle logistique qui est très particulier. Et c'est son modèle logistique qui fait sa rentabilité et son modèle technologique également. Mais les autres, c'est une course à l'acquisition de clients. Et donc, ils dépensent tout ce pognon pour acquérir un maximum de clients, de la même manière qu'Amazon a dépensé énormément d'argent pour acquérir des clients. Pour acquérir quoi? De la donnée. Parce que le pétrole du 21e et du 22e siècle, c'est ça, quoi. C'est la donnée sur ce que vous faites et ce que moi je fais en matière de consommation. Maintenant, d'un point de vue RSE, responsabilité sociale et environnementale, ou ESG, il y a plusieurs choses à décrire. En fait, ça évoluera si on tape au portefeuille. Et en ce moment, les fonds d'investissement privilégient les entreprises qui ont des notations de responsabilité sociale et environnementale qui sont plutôt élevées. Et officiellement, des fonds mais majeurs annoncent, je pense à BlackRock en particulier, annoncent qu'ils vont sortir de leur portefeuille d'investissement. Ils ont commencé à sortir de leur portefeuille d'investissement des entreprises qui ne respectent pas un certain nombre d'ambitions en matière de réduction de l'impact carbone. Donc, ça partira toujours, comme toujours dans l'économie, par le pognon. Et pas forcément par le consommateur, et donc par les investisseurs. Et c'est en train il y a une vraie pression en ce moment sur ce sujet-là. Je reviens une seconde sur Picnic. Picnic, vous verrez que c'est un modèle de livraison à domicile par des camions qui ont été designés par les équipes Picnic, qui sont des camions électriques. Même si les véhicules électriques, c'est contestable d'un point de vue environnemental, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Et indubitablement, effectivement, la contrainte, notamment urbaine, c'est-à-dire que plus on a de livreurs, plus c'est le bordel dans les rues des grandes cités d'Europe ou de ce monde. Donc il va y avoir une nécessité pour les pouvoirs publics de légiférer un peu. C'était un peu comme le phénomène des trottinettes qui foutaient le bazar sur les trottoirs parisiens, où la mairie de Paris, à un moment donné, a lancé un appel d'offres. On ne pourra pas avoir 36 sociétés de livraison à domicile sur grandes agglomérations, c'est totalement illusoire. Donc, ça sera rationalisé. Et c'est en cours puisqu'il y a déjà un premier pavé qui est apparu là dans la loi climat qui est sorti il y a très peu de temps et qui parle justement de la nécessité de rationaliser toute cette notion de livraison et de e-commerce du reste. Merci Laurent. Une autre question vient de tomber. Donc bonjour, merci pour votre présentation. En quoi les dark stores, alors peut-être tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un dark store. En quoi les dark stores peuvent améliorer notre gestion des stocks et la satisfaction client? Les dark stores, dans un premier temps, ça a été un phénomène qui a émergé, qui consistait à fermer les magasins existants et à les transformer en entrepôts de préparation. Pour le drive, et ça a notamment été le cas dans la distribution d'un alimentaire, hein, qui était fermée pendant une période assez longue. Et puis progressivement, on s'est dit non, ils se sont rendus compte en fait, parce qu'ils faisaient la préparation manuelle à la papa, j'ai envie de dire, dans des rayons de supermarché, que vraiment c'était pas rentable. C'est-à-dire qu'ils perdaient de l'argent à chaque fois qu'ils avaient une commande. C'est quand même problématique quand dans la distribution alimentaire, on fait en moyenne 1,5 de marge nette. Donc, ces dark stores ont fermé pour une grande partie d'entre eux.
Mais il y a eu une réflexion qui a consisté à dire il faut effectivement créer des surfaces lorsque j'ai de la réserve foncière qui empruntent à l'ingénierie logistique qu'ont nos logisticiens, c'est-à-dire les gens qui savent faire de la logistique, pas les opérateurs de magasins. Et donc l'avenir, c'est effectivement un accroissement de la puissance politique, j'allais dire, dans les sociétés de grande distribution des logisticiens, qui vont être de plus en plus proches du point de vente, pouvoir envisager des centres de préparation, alors qu'ils soient, lorsque les points de vente sont suffisamment grands, directement dans le point de vente ou adjacents au point de vente, ou en réseau, dans des réseaux plus restreints, de 7, 8, 10 magasins, et qui vont effectivement servir de centre de préparation pour le drive et de centre de préparation pour la livraison à domicile. C'est déjà le cas, c'est déjà en train de se construire. Mais ça a permis d'accélérer une réflexion qui n'était pas encore complètement mûre. Donc ça a été utile, les dark stores, et ça reconfigure le paysage logistique français, où on a un peu moins de méta-entrepôts et beaucoup plus de capillarité en fait dans les capacités de préparation et de distribution. Je peux rajouter une question. Là, tu nous parles donc de la configuration française. Est-ce que ça veut dire que on est sur un périmètre franco-français dans la réponse, ou est-ce que finalement chaque pays en Europe, on va se contenter de l'Europe pour l'instant, a sa propre organisation et a mis en place ces dark stores, ou est-ce qu'ils avaient, après tout, pourquoi pas déjà des dark stores avant en termes d'organisation? Non, les Anglais ont tenté le dark store, les Américains ont tenté le dark store, les Allemands ont tenté le dark store, les Italiens aussi. Mais après, ils ont des interprétations du e-commerce qui sont assez différentes. En Angleterre, il y a très peu de drive. En France, on a une culture du drive qui est assez forte. Aux États-Unis, on a beaucoup de drive. Donc, pour une fois, les Américains sont venus en France, je peux vous dire, puisque j'ai accompagné des voyages d'études d'Américains dans les drives français de Leclerc, d'Auchan, etc. Et ont exporté en fait le concept, alors que ça s'appelle Drive, aux États-Unis. Et maintenant, il y en a partout des drives là-bas, et les dark stores servent les drives et servent la livraison à domicile. En Angleterre, c'est que de la livraison à domicile, quasiment que de la livraison à domicile, ce qui a vu l'émergence d'acteurs logistiques comme Ocado. Ocado, la market cap d'Ocado, et donc la capitalisation boursière d'Ocado est équivalente à celle cumulée de Tesco, Sainsbury et Marks & Spencer. Le prestataire logistique vaut plus cher que les 3 distributeurs principaux de la Grande-Bretagne. Mais pour revenir à ta question des dark stores, non, les réponses sont différentes pays par pays, parce qu'il y a des études à faire en matière d'appétence sur soit du drive, soit de la livraison à domicile, et par ailleurs de densité en fait des centres urbains, évidemment. T'as perdu, Laurent? Non, je suis là. Pardon. Ok, il y a un son bizarre. Alors, encore une question qui vient de tomber. Est-ce que l'on peut imaginer des centres drive multimarques dans l'avenir? Oui, non, c'est un super bon point ça. Je pense notamment à une famille du Nord qui a plein de sociétés de distribution qui font du bricolage, du textile, etc. Oui, ça c'est des conversations qu'on a eues, je vous le confirme, et puis c'est des projets qui existent, oui. Et puis il y a un autre opérateur, parce que le terrain de la distribution est en train d'évoluer. Je vais juste prendre 2 exemples. Les centres commerciaux, c'est quoi leur job demain? Il y a les centres commerciaux qu'on appelle B. Donc les A, c'est les super premium, les B, c'est un peu moins premium, et les C, c'est les centres commerciaux qui vont fermer. Les centres commerciaux de niveau B, oui, se posent la question de savoir s'ils ne devraient pas devenir des drives multimarques. Ils font plus que se poser les questions. Ils sont en train d'étudier le truc de manière très sérieuse. Donc, dans les centres commerciaux, on pourrait imaginer qu'il y a une surface. Il y a beaucoup de vacances en ce moment, ce qu'on appelle des vacances, c'est-à-dire des loges de commerce libre. On transforme effectivement en unité de drive. L'autre point que je voulais signaler, et peut-être ça fait une ouverture de clôture, mais c'est les stations-service. Nous, on a une grosse réflexion en ce moment sur le fait que d'ici 5-6 ans, il y aura quand même une quantité de véhicules électriques sur les routes qui sera un tantinet différente de celle qu'on a aujourd'hui. Donc, ça sert à quoi d'avoir des pompes à essence en fait, à l'entrée des supermarchés? Et puis, qu'est-ce qu'on va faire des stations-service qu'on a sur les autoroutes ou sur les routes?
Donc on va faire peut-être des stations de recharge électrique, oui, mais bon, les Français, ils chargent pas mal chez eux quand même, hein, si on regarde les statistiques à date des propriétaires de voitures électriques, comme je le suis. Bon, mais admettons que ces stations de service, effectivement, se transforment en stations de recharge électrique. Est-ce que pendant les 15 minutes que, si je suis propriétaire Tesla, c'est 15 minutes pour 80% de la charge, pendant les 15 minutes que la personne attend, est-ce que je pourrais pas lui fournir un autre service? Et pourquoi pas lui ouvrir le coffre et charger son coffre avec un certain nombre de produits qu'il aurait commandés? Et c'est là où, regardez ce qui est en train de se passer en Europe. Le plus grand opérateur de stations-service en Europe, voire dans le monde, qui s'appelle EG Group, hein, si vous regardez les stations BP, c'est écrit EG devant, hein, de plus en plus. EG Group a acheté un des plus gros distributeurs britanniques qui s'appelle Asda. Est-ce que c'est anodin? Couche-Tard, qui est un opérateur canadien de stations-service et qui est présent dans le monde entier, a souhaité acheter Carrefour. Est-ce que c'est anodin? Voilà, donc je lance quelques pistes, mais je dis juste que les frontières traditionnelles en fait, de ce qu'on appelle la distribution sont en train d'exploser. Et que le drive, tel qu'on le conçoit, et la logistique qui sert ce drive et cette distribution, va toucher de nouveaux acteurs. Et ces nouveaux acteurs, ça peut être des centres commerciaux ou des opérateurs de stations-service. Je pense qu'on peut conclure sur le sujet. Je vois qu'on a plus de questions. Un bel avenir aussi pour les cabinets qui accompagnent donc, les entreprises à la fois sur la réflexion, à la fois sur la mise en œuvre opérationnelle de ces solutions. Merci beaucoup, Laurent, pour ta participation à ce webinaire. Merci à vous qui avez participé attentivement et j'espère que les échanges vous ont intéressé. N'hésitez pas donc à retrouver donc, le replay et les sources, la présentation donc, qui nous ont servi pour ce webinaire, tous les liens qui vont avec et vous avez possibilité également de les diffuser autour de vous si bon vous semble. Merci encore Laurent, à très bientôt j'espère. Bonne journée. Bonne journée à vous. Juste peut-être encore un tout petit slide et hop, j'allais l'oublier quand même. Puisque donc vous pouvez nous retrouver chez Simco donc au Connect Days qui met le cap sur la transformation numérique des entreprises et on est en plein dedans. C'est ici à Chalon-sur-Saône donc le 18 novembre au salon du Colisée. On vous retrouve également sur le stand G06 du salon Supply Chain Event 24 et 25 novembre. Laurent, tu es le bienvenu sur notre stand si tu souhaites passer, évidemment. Et puis, donc, 2 rendez-vous en décembre, un prochain webinaire sur les activités d'entreposage et avec le recul, on peut se poser la question, savoir est-ce que vaut mieux avoir un entrepôt en propre ou est-ce qu'il faut le confier donc, à un prestataire? Très bonne question, surtout dans ces périodes de forts changements. Et puis un salon donc à Mâcon sur la technologie du vrac cette fois, où donc nous allons animer une conférence sur les thématiques de la simulation de flux. Voilà. Cette fois j'en ai terminé. La vraie conclusion. Merci beaucoup. Bon appétit à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci Laurent.